Chers auditeurs et auditrices d'Alliance 92, on vous dit bonjour sur Ambaro. Il y a un mois de cela, c'était un 19 septembre de cette année, oui, il a été convenu que notre invité, en la personne de Saoun Benarive, juriste et membre de l'Observatoire de la vie publique, revienne chaque mois pour discuter, partager, donner opinion par rapport à ce qui se passe, surtout quant à cette possibilité de révision constitutionnelle. Le jour est arrivé. Bonjour. Bonjour à tous. Révision constitutionnelle, on en parle toujours jusqu'à maintenant, et les ingrédients se multiplient. D'épices un peu plus salées, un peu plus donc de cette saveur qui ne plaît pas du tout, en tout cas aux politiciens. Ça a été défini d'ailleurs le 11 octobre dernier au Carlton, où il y a eu un débat entre partis politiques et membres de la société civile. Les réactions étaient négatives, mais tout dernièrement aussi de l'émission même du président de la République, il a été encore question de ce sujet. Qu'en pensez-vous ? Bonjour encore une fois à tous. Effectivement, donc il semblerait qu'on se focalise de plus en plus sur l'article 47 de la Constitution, qui prévoit donc l'élection du président de la République 30 jours au moins, 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. On n'arrête pas maintenant de marteler que cet article 47 pose problème. La première chose, c'est que cet article 47 existe dans notre Constitution depuis 1975. Avant 1975, la Constitution disait que l'élection du président avait lieu 20 jours à 50 avant l'expiration du mandat. Donc en 1975, on avait allongé ce délai déjà de 10 jours à l'époque. Donc ça fait 45 ans, 50 ans presque, que nous avons cette disposition constitutionnelle. Le président, lors de son rendez-vous du président, avait dit qu'en 92, 96 et 2013, il a fallu 60 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Et je tiens à remarquer que 92, 96 et 2013 étaient toutes des périodes de transition, de sortie de crise, d'élections spéciales, etc. D'abord, premièrement. Et deuxièmement, que, effectivement, en dehors de ces dates-là, c'était plus ou moins le premier tour des vides. Donc personne ne se concernait, ne pensait à combien de temps il fallait entre le premier et le deuxième tour. Donc on se focalise sur ce point sans nous dire qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'ils vont dire, 45 à 90 jours, 60 jours à 120 jours, puisqu'ils pensent qu'il faut un délai plus long pour donner 60 jours entre le premier et le deuxième tour. Ce n'est pas clair ce qu'ils proposent en contrepartie. C'est ça qui inquiète, parce que c'est comme la boîte de Pandore. Si on dit ok, on ne peut pas le faire, on doit changer la Constitution, on risque vraiment gravissime d'avoir une Constitution où on nous met des surprises et que ce sera inacceptable pour la classe politique et pour la population. Mais quand même, il a été question aussi de parler de Fonkotane, qu'il faudrait revoir cela. Il y a eu aussi au niveau du Sénat un petit changement, mais pour l'opinion, tout cela c'est calculé. Mais est-ce que ça a toujours un impact sur l'élection de 2018 ? C'est la question qui se pose. D'accord. Sur la question de Fonkotane, moi je pense que de toute façon ce n'était qu'un mirage. C'était seulement un moyen de faire voter oui à une constitution en disant il faut qu'on monte les Fonkotani au statut de collectivité territoriale décentralisée pour pouvoir élire le chef de Fonkotane. Je pense que tous les juristes ont réfuté ce point, que ce n'est pas nécessaire de changer la constitution pour ça et que ce n'était qu'une illusion pour nous faire voter oui, parce que la plupart des Malgaches sont attachés à leur Fonkotane et aimeraient élire le chef, on est d'accord. Donc on passe au deuxième point qui est effectivement que la nouvelle constitution prévoit la démission du président de la République. Ça, c'était prévu pour égaliser les chances des candidats. Et il y avait une peur bleue, je pense, de l'intérim, parce que
le président du Sénat donc assure l'intérim en cas, enfin c'est pas seulement en cas de démission du président, mais en cas de toute vacance, s'il est malheureusement, disons, empêché temporairement avec une maladie, ou s'il est mort, ou si s'il est à déchéance, par exemple, le président du Sénat assure l'intérim, et ça, apparemment, ça inquiétait un petit peu, parce qu'on n'était pas sûr que Honoré serait aux ordres quand il était président par intérim. Pour ça, il y avait deux solutions, elles existent toujours, évidemment. La première, c'est d'abord qu'on adopte une loi organique qui précise quels sont les pouvoirs du président par intérim, parce qu'effectivement, ce n'est pas un président élu, donc on devrait pouvoir limiter ses pouvoirs. Il ne peut pas changer, par exemple, tous les ministres, juste pendant une période d'intérim. Et la deuxième chose, évidemment, c'est ce qui semble se profiler, c'est de remplacer donc le président du Sénat avec quelqu'un qui est 100%, 150% sûr d'être avec nous et de continuer un petit peu la protection des prérogatives du président et de donner les ordres là où il faut pendant la campagne présidentielle. Et c'est-à-dire alors de cette approche-là qu'on va y aller, c'est-à-dire le pouvoir va y aller, quoi qu'on dise. Avec la révision constitutionnelle, je pense qu'ils vont reculer parce que il y a une certaine nuance dans le langage où ils disent qu'ils veulent faire une concertation nationale et essayer de nous convaincre que cette révision constitutionnelle est nécessaire, mais ce n'est pas clair s'ils vont y aller ou pas. Je pense que s'ils arrivent à faire voter président du Sénat, M. Yves Rakoudfo, qui vont peut-être reculer. Dites-moi, quand vous dites concertation nationale, d'ailleurs ça a été aussi lors de l'émission même du président de la République, nationale de qui parle-t-on exactement? Des politiciens ou du peuple qui va voter? Bon, ils avaient cité aussi la société civile, mais si on se souvient, en 2010, avant l'adoption de la Constitution de 2010, il y a eu des consultations régionales, provinciales, nationales, etc. Le comité de rédaction de la Constitution avait invité les académiques, les juristes. Moi, j'ai été moi-même devant donc ce comité de consultation. Il y a diverses formes pour cette consultation. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais tout ce que je puis dire aujourd'hui, c'est que ça va prendre du temps. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas une question de quelques semaines pour le faire, et que c'est peut-être juste un moyen de conclure que peut-être que la nécessité de révision n'est pas nécessaire. Moi, je pense que là où il faudrait mettre le paquet, non seulement en termes de l'argent, des moyens financiers qui auraient financé un référendum, c'est d'essayer de voir comment on peut tenir le délai de 30 à 60 jours pour les élections de 2018. Pourquoi est-ce qu'on a des dirigeants qui disent de prime abord qu'on ne peut pas? No, we can't. Alors ce qu'on veut entendre, c'est yes, we can. Oui, nous pouvons le faire et voilà comment on va le faire. Nous allons identifier les bureaux de vote qui sont très reculés et faire en sorte que leurs résultats remontent dans un délai, disons, d'une semaine. Et voilà comment on va faire. Moi, je me souviens en 2015, ma circonscription électorale est à Mbouibo. Et pour les élections municipales, dans un délai de 48 à 72 heures, je ne me souviens pas exactement, mais c'était un délai très court, j'étais très impressionnée. La CENI avait publié les résultats de mon bureau de vote en ligne. Donc, apparemment, dans les grandes villes, etc., on peut avoir les résultats en 48 à 72 heures. Donc, il suffit d'identifier les bureaux de vote très lointains où il faudrait peut-être une semaine. Mais ce n'est pas... C'est faisable. On ne veut pas entendre de nos dirigeants dire « on ne peut pas ». On parle toujours de timeline à chaque fois. Exactement, de plan d'action vraiment réaliste. Et s'il y a les moyens pour faire un référendum, il y a les moyens de trouver des solutions pour les bureaux de vote très éloignés pour qu'on ait les résultats en une semaine. On est le seul pays au monde où ça traîne comme ça, qu'il faut 60 jours entre le premier et le deuxième tour, quoi. Tout compte fait, est-ce que tous les éléments pour parfaire une élection, si l'on parle de code électoral, tout cela, est-ce que c'est déjà quand même là? Non.
Il n'y a aucun avant-projet de loi. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas alors. Exactement, ça traîne. Il n'y a pas la volonté de vraiment préparer ces élections de manière transparente, où l'on peut savoir dès maintenant quelles sont les règles du jeu. Si je suis un parti politique qui prépare les élections présidentielles de 2018, je n'ai aucune idée des règles du jeu applicables aujourd'hui. Alors, est-ce à dire, si on vous écoute, n'est-ce pas tout cela une diversion parlant de Foucaultin, de consultation nationale, tout cela, étant donné que même le plus basique des basiques n'est même pas clair? On est en temps droit, je crois, de se poser la question. Nous sommes déjà entrés dans la deuxième session parlementaire de l'année. Il y a beaucoup de lois qu'on attend, y compris le projet de loi de finances qui nous dira qu'est-ce qu'ils vont allouer pour les élections. Mais il faut tous ces textes, et il y en a plusieurs. Il y a le code électoral, la CENI a demandé des amendements à la loi applicable à la CENI. Il y a la loi spéciale pour l'élection du président, il y a la loi spéciale pour les élections législatives. Tout ça devrait être déjà dans l'ordre du jour du Parlement de cette deuxième session annuelle. Donc, si l'on revient toujours dans cette vision d'avoir une élection l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc exactement, là au point où nous en sommes là? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Qu'est-ce qu'il faut tout encore La première chose serait d'abandonner cette idée de révision constitutionnelle, mais de trouver les solutions pratiques et faisables pour respecter le délai de 30 à 60 jours. Encore une fois, c'est ce qui est prévu par notre Constitution depuis 1960. Et ce n'est pas le moment, en cet âge du numérique, et en ce moment où nous avons des 4x4, etc. En 1960, ça n'existait peut-être pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Le 4G, partout, on nous dit que ça existe, etc. Trouvons les solutions aux problèmes, au lieu de l'utiliser comme un prétexte pour changer la Constitution. Et on ne sait même pas de quelle manière. Qu'est-ce qu'il propose exactement? À quel moment, selon Saounda Rabenariv, la société civile a réellement réagi par rapport à cette crainte de recul ou de non-élection? Oui, ça c'est la deuxième crainte, c'est que c'est pour ça qu'on demande les précisions sur le contenu. Parce que s'ils disent 30 à 60 jours avant l'expiration du mandat, peut-être qu'ils vont dire 30 à 60 jours après l'expiration du mandat. On ne sait pas ce qu'ils proposent pour changer cet article 47. Donc il y a pour certains un très grand risque de reporter les élections présidentielles en 2019. Et ça fait partie des craintes. Mais nous n'arrêtons pas de poser la question et on n'arrête pas de nous dire voilà le problème, mais jamais encore on nous a dit voilà ce qu'on proposerait à la place. Mais il y a le risque de report et d'allonger le mandat du président de la République. Certains on a vu qu'ils vont peut-être demander l'avis de la HCC pour dire si le président a un mandat de 5 ans. Et vous le forcez à démissionner, vous êtes en train de faire quelque chose anticonstitutionnel parce que vous êtes en train de raccourcir son mandat. Et comme Madame Christine Razanamassou a soulevé lors de notre débat du 11 octobre, en 2006, il y a déjà eu un avis de la Haute Cour constitutionnelle parce que M. Marc Ravalomanana, s'il avait respecté à la lettre la Constitution, aurait organisé les élections présidentielles en avril 2007 peut-être, par là. Parce que pour avoir les 5 ans de mandat complet. Non, la HCC a dit, vous pouvez organiser des élections anticipées, ce qui raccourcit le mandat de 5 ans à 4 ans et demi ou 4 ans et 3/4. Ce ne serait pas anticonstitutionnel. Donc il y a beaucoup de possibilités comme ça, mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a un manque total de transparence sur ce qu'ils proposent de faire, quels sont les arguments, à quoi vraiment ils veulent en venir. N'est-ce pas cela la politique du pays?
Oui, mais on n'est plus. Ces temps sont révolus de l'opacité, du fait qu'on n'avait pas accès au texte, qu'il n'y avait pas les médias libres, hein, etc. Ce temps est révolu. Nous sommes maintenant au temps de la transparence, au temps de la crédibilité, de l'information, et il est temps que ce gouvernement communique exactement, clairement ce qu'ils pensent faire, au lieu de lancer des petites annonces à gauche et à droite, nous faire tourner en rond. Et évidemment, on est vraiment fatigué de courir après toutes les différentes petites annonces, sans savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut exactement. Entre interprétation de loi, compréhension de loi, la grande cour qui est en face de nous là actuellement, c'est plutôt une autre expression. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui uniquement, c'est le totalitarisme politique et loi et démocratie. N'est-ce pas un mélange quand même impensable ? Et c'est peut-être cela aussi qui empêche les gens d'aller voter, c'est pour cela. C'est pour ça que moi je suis, vous allez dire, je suis vraiment fanatique des élections. Parce que c'est le début de tout. C'est par les élections qu'on élit nos sénateurs, qui sont 90% HVM, qu'on élit l'Assemblée nationale, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'on élit évidemment le président de la République, etc. Si le processus électoral n'est pas clair, crédible, on aura les institutions bâclées que l'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Si on croit vraiment la démocratie, la République, les institutions, etc., il faut que les élections soient nickel. Mais, à travers l'histoire, ce qu'on trouve à Madagascar, c'est que les gens se détournent de plus en plus des élections. Le taux de participation diminue, alors que la démographie, le nombre d'électeurs éligibles augmente. Et c'est parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. Et on a une crise post-électorale après crise post-électorale à chaque fois. Mais quand on n'y croit pas, on ne va pas voter. C'est ça le problème. Exactement. Alors que ça a un impact, ne pas voter. Et tous les signaux que nous avons aujourd'hui, cette menace de révision constitutionnelle, le fait que nous n'avons pas les avant-projets de loi, le fait que les règles du jeu ne sont pas claires, à un an de l'élection présidentielle, fait que on y croit encore moins, alors qu'on devrait tout faire pour que les gens y croient vraiment et qu'ils participent pleinement au débat et à l'élection de l'année prochaine. Dites-moi, qu'il y ait référendum ou non, qu'il y ait élection, et on souhaite qu'il y ait élection, voter non veut dire quoi ? Voter blanc veut dire quoi ? Voter blanc ne compte pas, parce qu'on élimine, donc s'il y a 4 millions de voix et il y a 1 million de blancs, on va seulement compter sur les 3 millions. Mais ça a un impact quand même. Non, parce qu'après ils vont dire, si disons 75% des 3 millions ont voté, ils vont dire 75% de la population a voté oui. Donc ça ne compte pas. Ça devrait compter. Ça c'est un débat en France par rapport au vote blanc. Mais pour que ça sorte que 25% ont dit blanc, 25% ont dit non et 50% ont dit oui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le calcul aujourd'hui. Et un référendum constitutionnel, encore une fois, ce sera oui-non. Les gens n'aiment, c'est contre la culture malgache de dire non, on est trop poli pour ça. Et donc ceux qui font un référendum savent que ça va toujours passer. Selon vous, Madagascar, par rapport à ce que l'île vit actuellement, l'épidémie, ce ciel nuageux par rapport aux élections, l'économie qui reste quand même affaiblie aussi par rapport donc au recul des investisseurs, tout cela, ça peut mener à quoi dans le souhait d'avancer ? Justement, la stabilité, ce fameux terme, comprend tout ce que vous venez de citer, c'est-à-dire le paysage économique, la visibilité, le fait de savoir qu'il y aura une fin à cette épidémie de peste et dans combien de temps et après quelles mesures et après quel plan d'action. Cette visibilité n'existe pas, ce qui contribue à l'instabilité.
Même chose pour la visibilité électorale. On ne sait pas aujourd'hui s'il y aura cette révision ou non. Et ça, c'est 4, 5, 6 mois d'efforts s'il va y avoir. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les règles des élections de 2018. Tout ça contribue à une atmosphère de sensation d'instabilité, d'incertitude inquiétante. C'est déjà psychologique alors? Oui, absolument. Absolument. Si on veut vraiment la stabilité, si on est clair sur les règles du jeu, on est clair sur le chemin que nous allons prendre pour vaincre la peste, on est clair sur ce qu'on va faire pour attirer les investisseurs, on ne va pas changer les règles du jeu du jour au lendemain. Ça, c'est la définition classique de l'instabilité, c'est changer les règles du jeu, changer la Constitution. Et pour tout cela, il faut une clarté. C'est tout ce que l'on demande aux dirigeants, c'est dites-nous où nous allons, parce que nous allons suivre. Mais c'est quand eux ne semblent même pas savoir où ils veulent aller qu'on est en situation vraiment d'incertitude totale. N'empêche que 2017 prend fin. Déjà. Ouais. Déjà. On est bientôt au mois de novembre, là, dans une semaine. Et on ne... Et quand même, en quelques minutes avant de nous quitter ici sur Ambaro, est-ce à dire que les partis politiques qui s'opposent donc à cette révision constitutionnelle, comme la société civile, va tenir jusqu'au bout ou va se laisser quand même faire, selon vous? Donc vous avez dit dans votre introduction que je vais revenir tous les mois pour un peu suivre l'évolution de la situation. Et ce qu'on peut dire pour clair, c'est que depuis le 19 septembre, il n'y a pas de clarté additionnelle. La position de la société civile et des partis politiques est claire par rapport à la révision constitutionnelle, mais rien n'a changé depuis. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va changer, pourquoi, qu'est-ce qu'on propose, etc. Donc, je dirais que la situation ne change pas. La société civile est prête à affronter le débat si elle a lieu. On nous a dit qu'on nous inviterait cette semaine. Moi, je ne sais pas si tout le monde sera invité, si ce sera vraiment inclusif. Et de toute manière, comment ils vont gérer ça, je ne sais pas. Et donc, la société civile, je crois, est claire. Elle réclame les textes électoraux parce que nous réclamons une clarté sur les règles du jeu. On veut savoir quelles sont les règles applicables pour les élections de l'année prochaine. Comme ça, on peut passer au travail d'éducation civique et citoyenne. Le temps sera très court quand même. Non? Exactement. Ouais. Mais on est bloqué là, on peut rien faire parce que il y a aucune clarté sur quand est la date de l'élection. Les gens, vous dites, on est presque à la fin de l'année 2017. Toutes les institutions commencent à préparer leur budget de 2018, leur plan de travail, etc. Et on ne sait même pas. On ne sait pas la date des élections, on ne sait pas. C'est très difficile de travailler dans un contexte où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Eh bien, l'émission prend fin pour ce jour. On se retrouve dans un mois. À très bientôt alors. Merci. À bientôt.